Et on appelle le professeur Sekoussine, gériatre libéral de l'autre côté de la Méditerranée, pour présenter l'incontinence urinaire du sujet âgé. Vous avez la parole, professeur. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation à Chlef, ville dont je constate avec plaisir qu'elle est en plein développement. Et je vous remercie aussi pour la minute de silence pour nos frères palestiniens et libanais, parce que quand on vit de l'autre côté de la Méditerranée, on se sent un peu seul parfois sur certaines questions. Alors donc je vais vous parler de l'incontinence du sujet âgé, et je vais essayer de vous rendre le sujet plaisant. Alors, pour les effets, on peut remercier ma fille Aïda qui est ici présente, qui trouvait que mon PowerPoint était très triste et a rajouté des effets. Donc, l'incontinence urinaire, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui est constitué par une perte involontaire à un moment et à un endroit inapproprié des urines. C'est une épidémie silencieuse, il y a peu de gens qui se vantent d'être incontinents urinaires. Ça touche principalement les femmes, presque une femme sur 3 après 65 ans et 70% après 80 ans. Nous, les garçons, nous avons la chance d'être relativement épargnés puisque nous sommes touchés à peu près pour un quota de 10%. Le retentissement psychologique, social et économique est très important. Il faut comprendre que ça impacte énormément la vie des gens, d'être incontinent urinaire, ça limite les sorties, ça limite la vie sociale, c'est une source d'inconfort majeur et ça a aussi un coût économique parce que les traitements sont souvent palliatifs et le budget pour les protections, on ne dit pas couche, on dit protection, est souvent très important, surtout pour les gens qui ont peu de moyens financiers. Et donc tout bon gériatre doit chercher systématiquement à la dépister en consultation. Alors, comment ça se passe l'incontinence ? Il faut savoir que l'appareil urinaire, c'est un réservoir, la vessie, équipé d'un muscle, le détrusor, qui est un système résistif, donc qui a un système capacitaire, avec un verrou, le sphincter, qui est à sa base. Durant la phase de remplissage, la vessie se distend. Il y a si vous vous souvenez de vos cours de deuxième année, il y a un épithélium en raquette qui permet cette distension magnifique de la vessie et qui nous permet pour certains de stocker 1 litre ou 2 litres d'urine. Survient le besoin d'uriner et la miction. Et à ce moment-là, on a deux phénomènes qui se passent, la contraction vésicale et l'ouverture du sphincter, le robinet dont je parlais plus haut, et le tout est commandé par le système nerveux central. Et le vieillissement, me direz-vous? Qu'est-ce qu'on observe? On observe une diminution de la distensibilité vésicale avec une modification des fibres lisses musculaires qui sont remplacées par du collagène. On constate en parallèle une hypotonie des sphincters, ce qui a comme conséquence, comme vous pouvez le constater, les pertes involontaires. On observe aussi un autre phénomène typique du sujet âgé, une augmentation de contractions vésicales impromptues, inappropriées lors de la phase de remplissage, qui sont source d'urgence mictionnelle, d'urgenturie, qui font que parfois on est obligé d'aller courir vers les toilettes quand on les trouve. Et aussi, à partir d'un certain âge, on a une atteinte du pelvis, du plancher pelvien, pour des causes multiples, l'obésité, l'obstétrique, on le constate plus fréquemment chez les multipares, la ménopause, avec la diminution de la trophicité vaginale, la constipation. Toutes ces causes sont des sources d'élongation du plancher, et donc c'est un domaine sur lequel on va pouvoir intervenir. Survient souvent un facteur précipitant, on verra plus tard que souvent une infection urinaire qui démasque cette incontinence. Ça peut être aussi une intervention médicale avec la prescription d'un diurétique ou une constipation mal prise en charge. On classe les incontinences en deux grandes familles, l'incontinence d'installation récente et l'incontinence urinaire chronique. Cette petite photo un peu ironique pour vous prouver que l'incontinence peut toucher tout le monde, ça c'est le président du Soudan du Sud qui lors d'une commémoration officielle a été victime d'un épisode d'incontinence urinaire qui a été affiché à la face entière du monde. Donc ça n'épargne personne. L'incontinence récente doit d'emblée nous faire rechercher un facteur déclenchant. Le plus simple, le plus fréquent et le plus facile à mettre en évidence, c'est l'infection urinaire. C'est la cause numéro 1. On peut aussi mettre en cause des médicaments tels que des diurétiques, souvent prescrits chez les sujets âgés pour des raisons d'insuffisance cardiaque, les inhibiteurs calciques, certains anticholinergiques, des sédatifs qui peuvent à différents titres impacter la continence urinaire. On retrouve aussi fréquemment des causes métaboliques, le diabète, lorsqu'il est décompensé, l'hypercalcémie, il ne faut jamais négliger l'existence de symptômes ostéolytiques dans les cancers métastasés et aussi le myélome qu'on oublie très souvent de rechercher. Le fécalome intervient lui aussi puisqu'il est source de rétention aiguë d'urine et de miction par regorgement.
Les lithiases urinaires et les tumeurs vésicales sont des épines irritatives qui sont source d'incontinence urinaire et on doit y penser systématiquement, on verra tout à l'heure le bilan. L'incontinence récente se voit aussi dans la confusion mentale qu'a évoqué ma consoeur tout à l'heure. On a des incontinences qu'on voit survenir dans des circonstances particulières, les contentions, quand on est obligé d'immobiliser des sujets âgés qui sont agités, et les immobilisations survenant dans des cadres comme l'accident vasculaire cérébral, les fractures de membres qui rendent impossible la mobilité. Les incontinences urinaires se classent en 4 types. L'urgence mictionnelle, l'incontinence urinaire d'effort, la miction par regorgement, l'incontinence urinaire fonctionnelle. Nous allons les détailler les uns après les autres. L'urgence mictionnelle se caractérise par une instabilité vésicale, avec une hyperréactivité du détrusor, le muscle de la vessie. Surviennent des contractions précoces qui sont désinhibées lors du remplissage et sont à l'origine de ces impériosités, ces urgences mictionnelles qui sont aggravées par l'incompétence sphinctérienne. C'est une des causes très fréquentes de chute du sujet âgé, avec un sujet qui a envie de faire pipi, qui a parfois des troubles de la marche, qui a parfois un sédatif et qui se précipite vers les toilettes avec une incontinence qui fait qu'il glisse, et c'est une cause très fréquente de chute. L'incontinence urinaire, elle, est un problème de suspension pour être un peu trivial. Elle touche surtout la femme âgée. Elle se manifeste lors du rire, parfois lors des efforts de mobilisation. Elle est source d'un handicap social très conséquent. Chez l'homme, elle est beaucoup plus rare. La miction par regorgement est-elle un type qui est assez fréquent, qui touche surtout les hommes en raison de notre chère prostate, qui constitue un obstacle rétral. C'est une des questions qu'on doit se poser quand elle survient. Ou alors, elle peut se voir quand il y a une atteinte du détrusor, c'est la collagénisation des fibres dont je vous parlais tout à l'heure. L'incontinence fonctionnelle survient, elle, dans des situations aiguës. C'est les grands syndromes gériatriques, syndrome d'immobilisation, les confusions. Alors, dans l'incontinence, dans la confusion mentale, ça peut être une cause ou une conséquence, parce que si, par exemple, vous avez une infection urinaire avec un sepsis, elle peut être source de la confusion mentale et démasquer l'incontinence. Le confinement au lit, qui est une forme de maltraitance institutionnelle, c'est peut-être quelque chose que vous n'observez pas forcément en Algérie, mais auquel on est très confronté en France, où la population âgée est extrêmement importante, et la population très âgée est très importante, et source de perturbations dans le fonctionnement hospitalier. Et la solution de facilité, c'est souvent la contention, les attachés, ce qui fait que malheureusement, les institutions telles que les établissements pour personnes âgées et les hôpitaux fabriquent des incontinents, et c'est une chose dont le système ne devrait pas être fier. Le dépistage est quelque chose d'essentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout gériatre doit s'attacher au dépistage de l'incontinence urinaire, soit en faisant intervenir le patient, soit en faisant appel à son entourage, notamment à l'occasion d'une découverte d'une pathologie pelvienne, quelle qu'elle soit. On a identifié des populations cibles, les insuffisants cardiaques. Vous savez comme moi que l'augmentation de la diurèse est un des premiers signes, notamment quand elle est nocturne, d'une décompensation d'une insuffisance cardiaque. Elle doit éveiller l'attention. Les diabétiques, surtout si le diabète est mal équilibré. Dans les pathologies neurodégénératives, où on perd le contrôle central, cérébral, dont je parlais plus haut. Chez les prostatiques, les messieurs ont ce privilège. Alors, il existe pour le dépistage des questionnaires multiples disponibles, dont des autoquestionnaires. Je vous en montrerai un dans les plaquettes suivantes. Mais il faut avoir un interrogatoire un peu policier, parce qu'il n'y a pas grand monde qui se vante d'être incontinent. Les gens n'en parlent pas forcément, c'est toujours un peu tabou, c'est toujours un peu gênant. Et il ne faut pas hésiter à le chercher en posant des questions. Moi, je le pose systématiquement à chacune de mes consultations. Est-ce que vous êtes obligé de courir vers les toilettes? Est-ce que quand vous toussez ou quand vous riez, il y a des petites fuites? Les dames, je leur demande si elles sont obligées de se garnir, c'est-à-dire porter des protections. Dans les questionnaires simples et d'utilisation facile qu'on peut distribuer en salle de consultation, vous avez le questionnaire ECQ, International Consultation on Incontinence, qui est un autoquestionnaire qui se remplit assez facilement et qui permet de nouer le dialogue avec votre patient pour dépister l'incontinence urinaire. Vous pouvez la télécharger et l'imprimer assez facilement sur Internet. L'examen clinique va rechercher des antécédents obstétricaux, notamment l'existence de manœuvres obstétricales, les forceps, l'existence ou pas d'une constipation. La constipation est un phénomène très fréquent chez le sujet âgé. Elle est due à la sédentarité, elle est due au changement du régime alimentaire, elle est due à certains traitements, notamment les traitements antalgiques avec les opioïdes qui sont fréquemment prescrits, souvent à tort, et qui sont source de constipation. Est-ce qu'il y a des circonstances déclenchantes? Il ne faut pas hésiter à la poser. Est-ce que c'est la prescription d'un diurétique, par exemple, dont on parlait plus haut? À quelle fréquence?
Plutôt la nuit, plutôt le jour, tous les jours, toute la semaine, ou à certains moments particuliers quand vous sortez, le contexte et l'environnement. Évidemment, c'est quand on a des troubles de la marche et qu'on habite dans une maison où les toilettes sont au premier ou au deuxième étage et que monter une ou deux marches, c'est une épreuve de force, il est assez aisé de voir survenir une incontinence. L'examen clinique est soigné, il va se concentrer sur l'examen du pelvis et de l'abdomen avec la percussion pour la recherche d'un globe, pour l'émission par regorgement, et surtout dans la réalisation des touchés pelviens. On examine le vagin, y a-t-il une béance? Quel est l'état de la trophicité du vagin? Est-ce que le vagin est sec? On a affaire à des femmes ménopausées en gériatrie. Existe-t-il un prolapsus? Évident ou non évident? Il faut penser à le rechercher. Y a-t-il un fécalome qui est le stigmate par essence d'une constipation sévère? On fait un toucher rectal pour apprécier le volume de la prostate chez les messieurs. Et on apprécie le tonus du sphincter anal qui vous donne une idée de la tonicité des muscles du pelvis. Une épreuve facile à réaliser en clinique, en mettant la patiente, c'est pour les femmes bien sûr, en position gynécologique, c'est l'épreuve de Bonnet, qui fait qu'on repositionne le col vésical avec deux doigts en poussant sur la paroi antérieure du vagin et on demande à la patiente de tousser. Si lors de la toux, la fuite disparaît, c'est assez pronostic du succès de la chirurgie pour la suspension. En revanche, si la fuite ne disparaît pas, c'est qu'on est plutôt sur un problème d'incompétence sphinctérienne. Vous avez une plaquette qui vous montre un petit peu comment on fait la manœuvre. C'est assez facile. Et pour le coup, c'est un examen complémentaire qui ne coûte pas très cher, une paire de gants. Les examens complémentaires, il faut toujours se poser la question, parce que c'est toujours très facile de faire beaucoup d'examens complémentaires, il faut se poser la question de leur intérêt, du coût financier et de qu'est-ce qu'on va en faire. L'examen, il est complémentaire d'une idée du médecin. Il faut aussi que ce soit des examens complémentaires qui soient adaptés au profil de votre patient. Il ne faut pas demander un bilan aérodynamique à un patient dément qui ne pourra pas le réaliser. Il faut qu'il soit sans risque aussi non plus, bien sûr, parce qu'on le primum non nocere. Les indications sont quand même relativement limitées en gériatrie, on n'est pas chez des sujets jeunes. La polyaturie récente doit faire rechercher un diabète, doit faire rechercher une infection urinaire, on l'a déjà dit un peu plus haut, ou la miction par regorgement doit faire penser à un adénome prostatique. Vos armes essentielles, ce sera l'échographie et le bladder scan. Je ne sais pas si vous en disposez en Algérie. C'est une petite échographie qui coûte pas très cher finalement et qui rend d'énormes services que savent très bien utiliser les infirmières et les aides-soignantes dans tous les services et qu'on fait assez facilement quand surviennent des syndromes confusionnels ou à la recherche d'un globe urinaire. L'échographie, elle, va vous permettre de rechercher les tumeurs vésicales dont on parlait, va vous permettre de rechercher une hypertrophie de prostate, va vous permettre d'apprécier l'aspect de la paroi musculaire de la vessie, avec une vessie dont, quand la paroi est épaissie, c'est soit une tumeur, soit un épaississement sur une vessie de lutte. Et le fait de faire pipi le patient après l'échographie, quand on fait une échographie pelvienne, on demande au patient de retenir ses urines, ça permet de bien voir la vessie, de bien dégager la vessie, et puis après on le fait faire pipi, et on voit qu'est-ce qui reste comme résidu post-mictionnel. Une vessie, normalement, après la miction, elle doit être vide. Au-delà de 50 ml, on a un résidu post-mictionnel. Le bilan aérodynamique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu complexe. Ça nécessite la coopération du patient, ce qui exclut d'emblée les patients déments. Il mesure le volume de remplissage, la vidange vésicale, la vitesse de miction, le débit de pointe, l'hypoactivité du détrusor ou les obstacles urétéraux. Il évalue aussi la contraction du détrusor pour avoir une hypo ou une hyperréactivité. Il évalue aussi le sphincter anal, sa longueur et sa capacité de contraction. Le traitement. Tout d'abord, l'analyse de l'environnement. On est en gériatrie, on fait de l'évaluation multidimensionnelle, donc on évalue aussi le milieu de vie du sujet âgé. On ne doit pas amener le sujet aux toilettes, mais on doit amener les toilettes au sujet âgé. Il faut que les toilettes soient accessibles pour la personne qui a souvent des troubles de la marche. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de la personne qui vit dans une maison au 2e étage et qui doit monter les escaliers pour accéder aux toilettes. Non. Si on ne peut pas installer des toilettes au rez-de-chaussée, il y a des urinales, il y a des chaises percées qui permettent d'éviter les chutes, qui permettent d'éviter l'incontinence et qui permettent aux patients de garder un tant soit peu de dignité. Il faut penser à cette question-là, c'est très important. Il faut réguler les prises hydriques. Bien sûr, il faut qu'un sujet âgé boive. On sait très bien que les sujets âgés boivent peu parce qu'ils perdent le réflexe de la soie. Mais il faut maximaliser les pertes dans la matinée jusqu'à la fin d'après-midi et limiter les absorptions de boissons hydriques en fin d'après-midi, surtout en début de soirée, pour éviter les levées nocturnes qui sont souvent source de chute. Il faut juguler la constipation.
Il ne faut pas hésiter à poser la question de savoir aux patients pendant la consultation combien de fois par semaine il va aux toilettes et s'assurer qu'il va bien faire ses selles tous les jours ou au grand maximum tous les 2 jours. Et pour les patients qui ont des troubles de la marche, les conduire régulièrement au sanitaire, soit par un proche, soit un aidant naturel, ou soit par un professionnel pour les patients qui sont institutionnalisés, mais ce n'est pas la règle en Algérie. Le traitement, en dehors des mesures médicamenteuses, il y a la rééducation. Alors on a le biofeedback, on a des exercices comportementaux, il y a des exercices simples que vous pouvez recommander en demandant aux patients de s'asseoir et de faire des séquences de 10 secondes où vous lui demandez de contracter les muscles pelviens comme s'il cherchait à retenir ses selles et ses gaz. Faire ces séquences 3 fois par jour, ça lui permet de remuscler le pelvis. Il y a tout un lot d'exercices qui permettent aussi de remuscler les muscles du plancher. En France, les kinés sont formés à la rééducation, par exemple en mettant des sondes urinaires et obligeant les gens à se contracter. Il y a toute la rééducation pelvienne. Et dans la prévention, il ne faut pas oublier d'encourager les femmes qui viennent d'accoucher à faire leur rééducation en postpartum pour éviter la survenance de l'incontinence à l'âge où elles seront plus âgées et qu'elles ne seront plus en âge de procréer. Alors pour la rééducation, il y a souvent un frein, c'est les troubles cognitifs qui limitent la rééducation. Il existe aussi des TENS, qui sont des stimulations par des petits boîtiers alimentés par des piles de courant alternatif. Je vous rassure, ce n'est pas l'électrocution. On pose une petite électrode sur la cheville, ça stimule la branche postérieure du nerf tibial et ça marche beaucoup sur les urgences mictionnelles. Alors ça c'est le biofeedback, ça c'est un peu compliqué, ça se fait par des rééducateurs spécialisés. Voilà les exercices dont je vous parlais. Donc c'est assez facile à faire, c'est pas très compliqué. Ils sont adaptés aux sujets âgés. Un petit mot sur le PCR. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a des urologues ou des gynécologues, c'est souvent eux qui les posent. C'est une alternative à la chirurgie, c'est un anneau pelvien qu'on introduit dans le vagin, qui est indiqué dans les incontinences qui sont dues à des prolapsus. On réserve ça aux femmes qui ne peuvent pas être opérées. Le problème c'est les oublis. Parce que parfois on pose un PCR à une dame et puis elle oublie de dire qu'elle a un PCR et parfois les urologues et les gynécologues retrouvent des PCR dans des états un petit peu déplorables. Et puis la difficulté de le nettoyer parce qu'il faut prévoir des consultations régulières pour les nettoyer. Les traitements médicamenteux sont les mêmes que ceux qu'on utilise chez le sujet jeune. Le seul problème, c'est leur tolérance chez le sujet âgé. En ce qui concerne l'urgenturie et la vessie hyperactive, on utilise les anticholinergiques et les antimuscariniques avec l'oxybutinine, le détropan, le séris, le Vesicaire, qui agissent beaucoup sur l'instabilité vésicale. Le problème, c'est les effets secondaires, notamment le risque de rétention aiguë d'urine, surtout si on a oublié l'adénome prostatique qui est un peu volumineux du monsieur. Les syndromes confusionnels, on observe de véritables syndromes confusionnels avec les anticholinergiques, comme avec tous les anticholinergiques, la constipation, et attention au glaucome à angle fermé, il y a un risque de décompensation, et on sait rarement quel est le tonus oculaire des patients âgés qu'on voit en consultation, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'ophtalmos qui prennent le tonus oculaire, ça prend un peu de temps. Sur l'incontinence urinaire d'effort, en post-prostatectomie, on a testé la duloxétine, un antidépresseur, le Cymbalta, qui marche aussi dans l'incontinence urinaire d'effort, et puis en plus, ça améliore le moral, donc pourquoi pas. Et bien sûr, la rééducation, qui est une mesure non médicamenteuse. Il faut essayer chez les sujets âgés, chaque fois qu'on le peut, de tenter de ne pas allonger l'ordonnance, qui est déjà souvent bien trop pleine. Sur la miction par regorgement, on utilise l'alpha-bloquant. Ça marche bien sur un adénome prostatique, mais aussi chez la femme, quand il y a une vessie hyperactive et un résidu post-mictionnel important. Le problème, c'est l'hypotension orthostatique, problème qu'on observe un petit peu moins avec les alpha-bloquants de dernière génération qui sont plus spécifiques des récepteurs vésicaux. On peut citer l'Urorec, la silodysine, je ne sais pas si c'est commercialisé en Algérie. Et puis bien sûr, la chirurgie de la prostate, quand elle est indiquée, est réalisable chez les patients qui ont un état général qui le permet. Dans l'incontinence mixte, on va être tenté de faire de la bithérapie en associant des agonistes et des alpha-bloquants. Le problème, c'est la sommation des effets secondaires. Et donc, je vous rappelle un principe éminemment gériatrique, start low and go slow. Alors, on commence doucement et on monte progressivement et on voit comment c'est toléré. L'hormonothérapie locale a sa place chez les dames avec la colpotrophine qui est un œstrogène en topique, soit en ovule, soit en crème. En crème, c'est plus facile que les ovules parce que le vagin est un peu serré. Ça marche sur les vessies hyperactives, ça améliore la trophicité vaginale et ça renforce les sphincters. Alors moi, je fais des cures séquentielles de 21 jours par mois. Ça marche assez bien, les patientes sont assez contentes. Et ça améliore la vie sexuelle quand il y en a encore. Les traitements chirurgicaux.
Ce sont surtout les bandelettes sous-urétérales, la TVT, ou les bandelles transobturateurs, qui marchent dans l'incontinence urinaire d'effort. On a parlé tout à l'heure de l'épreuve de Bonnet, qui peut permettre d'avoir un effet prédictif sur l'indication de cette chirurgie, qui est assez simple et assez facile à réaliser, et qui est plutôt bien maîtrisée aujourd'hui, faite par les gynécos ou les urologues. Et pour les patients qu'on ne peut pas opérer, il existe la possibilité de faire des injections d'un gel inerte sous-urétéral. Malheureusement, ça se fait sous cystoscopie et l'effet est bref, et donc il faut procéder à des réinjections. Mais c'est une alternative qui fonctionne et qui est non invasive pour le coup. Voilà le schéma de l'intervention chirurgicale, mais je pense que vous connaissez déjà. Et pour finir, puisqu'on a eu tout à l'heure en entrée un passage sur l'histoire remarquable de Schleff, je vous montre le pisseur le plus célèbre, le mannequin pisse, qui est à Bruxelles et qui a sauvé la ville de Bruxelles en éteignant un incendie en faisant pipi, comme quoi l'incontinence. Là, ce n'était pas une incontinence urinaire, c'était un geste volontaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Majid Sehoussine.